Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de deux nouvelles épreuves de Coupe de France qui ont eu lieu ce week-end pendant Milan-San Remo notamment. C'est la classique Loire-Atlantique et Cholet, Pays de la Loire. On était dans la région de Nantes, on va dire, dans les Pays de la Loire pour ces deux épreuves qui ont été intéressante, je dirais pas ça, je dirais que ça, c'est deux courses qui sont pas les plus passionnantes du calendrier, et en plus elles sont foutues à un moment du calendrier où tu sais très bien que tu n'auras pas les meilleurs qui seront au départ. Donc c'est un petit peu le souci de ces deux courses-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez pu voir ces deux épreuves, notamment sur France 3 Pays de la Loire. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais également Formule 1. Il y aura rugby également. Il me reste juste à regarder France Pays de Galles comme troisième match. Je suis en train de j'ai démarré, voilà, je suis au bout de 20 minutes de match. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0. TikTok, ça va reprendre là, parce qu'il va y avoir le Tour de Catalogne, donc il y aura pas mal de choses à dire. Et puis on commence tout de suite. C'est encore une fois, comme je dis, ce ne sont pas des courses très passionnantes. Moi, je préfère la classique Loire-Atlantique à Cholet, comme pour la Drôme classique et l'Ardèche. Je préfère le samedi au dimanche. Je pense même qu'il faudra inverser les deux courses parce que sur la classique Loire-Atlantique, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme parcours. C'est une course qui est intéressante parce que la dernière difficulté, et c'est un peu comme Milan-San Remo, elle est genre à 5-6 km de l'arrivée. Donc ce qui fait que tu peux sortir, mais tu peux te regrouper derrière. Donc c'est pas toujours évident. Là on voit que c'est sorti dans la dernière difficulté, ça s'est un peu regroupé quand même dans le final du côté de la classique Loire-Atlantique, alors que je trouve que Cholet pour sortir à Cholet, c'est quand même pas évident. À part sortir dans le dernier kilomètre, c'est vraiment pas facile. Je trouve qu'en plus on a tenté plusieurs versions du circuit final. C'est toujours inintéressant. Et puis en plus, il n'y a personne dans le public. Enfin, quand vous comparez les arrivées, les 10 derniers kilomètres de la classique Loire-Atlantique avec le circuit final à Cholet, il n'y a vraiment personne. C'est-à-dire que même dans le dernier kilomètre, tu as des endroits où il y a des trous. Et ça, chaque année. Hein. C'est pas que cette année, ce dimanche-là. C'est que ça fait 3 fois, 4 fois que je vois cette épreuve. Parce qu'avant, je regardais un peu moins les épreuves de Coupe de France. Et surtout, je me concentrais plus sur Milan-San Remo que sur Cholet sur ce week-end-là. Et il n'y avait personne sur le bord de la route. Là, hein. Ça même, pour tout vous dire, j'ai regardé la course... sur la télé, on va dire familiale, avec le Chromecast. Ça a surpris ma mère, qui regarde un peu de sport, mais quand je regarde, ma famille, un peu comme moi qui suis accro au sport, et elle trouvait qu'il y avait personne, et c'est vrai qu'il y avait vraiment pas beaucoup de pécores. Elle a dit deux choses, elle a dit, je trouve qu'il n'y a pas grand monde sur le bord de la route, et Cholet c'est très moche. Et c'est vrai que c'est pas un endroit où j'irais passer des vacances. Cholet, tout de suite. Du coup, je veux me faire des amis chez les Choletais. Je crois que ça se dit comme ça, hein, les habitants de Cholet. Si vous êtes habitant de Cholet, n'hésitez pas à me marquer comment vous vous appelez dans les commentaires. Je pense que vous n'allez pas être pote avec moi. L'emplacement au calendrier aussi est pas top parce que c'est quand même des classiques plutôt pour sprinter puncher. Or, elles sont foutues au calendrier pile face à Milan-San Remo. Ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu incompréhensible. Si on mettait... à ce moment-là, dans le calendrier, si on mettait les classiques Grand Besançon et toutes ces épreuves-là, je pense qu'on aurait des plateaux de meilleure qualité que mettre une épreuve où le profil type de coureur, c'est le profil type de coureur qui convient à Milan-San Remo. Ou inversé avec la route Tourangelle. Voilà, faire des week-ends décalés. Mais là, c'est vraiment le même type de profil. C'est-à-dire, un Brian Cocard ne vient pas sur ces deux courses-là. Bah oui, mais il choisit Milan-San Remo. Arnaud Démare vient pas sur ces deux courses-là. Oui, mais il choisit Milan-San Remo. À part ceux qui se sentaient pas d'aller à Milan-San Remo ou dans des formations comme Axel Zinglet ou comme Laurent Spiti, où il y avait des coureurs meilleurs qu'eux, meilleurs qu'eux avec plus d'expérience qu'eux sur Milan-San Remo. Sinon, la plupart des leaders, même français, sont venus sur Milan-San Remo, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir une liste de départ qui est pas fantastique au départ de cette épreuve.
Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être aussi décaler cette épreuve dans le calendrier, voire également peut-être enlever Cholet, parce que moi je trouve que Cholet c'est pas un parcours qui est forcément du niveau Coupe de France, ou c'est pas une course du niveau Coupe de France, je trouve. On regarde tout de suite le bilan de cette course et on commence avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Laurence Pitty et la Groupama FDJ sur ces 2 journées qui a fait un très bon travail d'équipe, il faut le dire, malgré un collectif qui était extrêmement jeune. Le plus âgé était Bram Belton, 25 ans. Le plus âgé de l'effectif qu'on a vu sur ces 2 courses. C'est assez dingue, même dès qu'on déclarait que c'était le directeur, il avait son BAFA animation, Bram Belton, pardon, ça m'a fait marrer, parce que c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. C'est bien aussi que les jeunes de la Groupama performent d'entrée, et ça montre que la formation continentale marche très bien, parce que même en un an, pour Romain Grégoire, ils ont appris énormément en très peu de temps. Et Laurence Pitty, lui, je crois qu'il a fait 2 ans à la Continentale. Mais là aussi, il a énormément pris de confiance dans ce type de course. Paul Penouet, encore une fois, le samedi, ça a été plus compliqué. Le dimanche, je crois, pour Penouet et Laurence Pitty, là encore, très, très performant sur les 2 jours. Lui, il a vraiment bien profité de sa forme. C'est un bon coureur, Laurence Pitty, qui était peut-être pas le plus connu comme Germany des recrues qui sont arrivés, mais voilà, il a fait 2 ans à la Conti Groupama, mais il a que 20 ans. Vraiment un talent néo-zélandais, comme on en a eu quand même quelques-uns, des mecs qui venaient d'Océanie dans cette formation. Groupama FDJ, je pense notamment à Bradley McGee qui est passé dans cette équipe. C'est quand même pas un mauvais début de saison, 8e des Neckereux, 2e de Loire-Atlantique, 1er de Cholet Pays de la Loire. On a également 2e du championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre moins de 23 ans, 10e de la course sur route élite. C'est quand même intéressant ce qu'il fait Laurence Pitty, bonne petite pointe de vitesse, bon coureur je pense pour possiblement emmener des sprints. Il va continuer avec le 2 Pan Tour, ça sera le 22 mars, donc ça sera mercredi, la route Tourangelle dimanche, je crois me rappeler, et la route à Dély-Vitré, ça sera un peu après, donc on va continuer à le voir sur la Coupe de France, puisqu'on va continuer à suivre la Coupe de France, notamment sur la route Tourangelle et la route à Dély de Vitré, continuer à voir ce beau feuilleton qu'est la Coupe de France, pour savoir qui va prendre la tête, et cette grosse bagarre qui va continuer en mai. Alors peut-être qu'en mai on aura un peu plus de mal pendant le Giro, mais c'est quand même un objectif de suivre cette compétition. Et Laurence Pitty, qui prend la tête du classement, ça va peut-être donner des idées à son équipe pour qu'il se concentre sur ce classement, parce que c'est vrai que il a des qualités, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe quand même un petit peu les bosses, donc les bosses assez courtes. Je pense que c'est un coureur qui peut tenter le coup sur cette Coupe de France. Ça peut donner des idées à sa formation pour le mettre dans ce calendrier. Et puis je pense que les manches de Coupe de France, c'est quand même des épreuves où on peut très bien se former. C'est des courses où vraiment qui peuvent vous former à des épreuves un peu plus importantes. C'est une bonne passerelle entre les épreuves du World Tour, les classiques du World Tour. C'est un bon point intermédiaire avec des courses un peu plus mineures qu'ils ont pu faire en Conti Groupama. Voilà, c'est une belle transition, je pense, pour cette équipe. Donc je pense que c'est intéressant, voilà, pour cette formation, les Coupes de France, pour ces jeunes coureurs, la Coupe de France. Puis c'est vrai que ça fait depuis quelques années que Groupama a rarement eu des très grands résultats en Coupe de France. Et je pense qu'ils ont envie également de retrouver des bons résultats. Voilà, ils ont peut-être laissé un peu Total, laissé peut-être d'autres formations un peu gagner sur ces Coupes de France. Et là, je pense qu'il y a une envie du côté de la Groupama, mais il va y avoir des adversaires sur ces épreuves de Coupe de France. Ce petit Bayou. On poursuit
avec un autre coureur, une autre équipe, c'est Aubert 93. Eh bien, je trouve qu'ils ont fait un bon week-end, Aubert 93. Alors, en ce moment, on parlait chez les filles, ça performe bien. Mais Grand Prix de Denain et ces deux courses-là en Coupe de France, ça a également été très intéressant. Donc, on a une 8e place de Romain Cardis lors de la classique Loire-Atlantique, mais avec une équipe qui s'est montrée. Encore une fois. Et puis à Cholet, équipe très présente dans le final. Et on a une 4e place de Romain Cardis. Donc là aussi, belle place, beau classement. Vous avez également dans cette formation quand même une 20e place de Rudy Barbier qui, je crois, a fait le poisson pilote. Et du côté de Romain Cardis, voilà, très bonne semaine. Du côté du coureur de Saint-Michel, Mavic Aubert 93. Mais je trouve que cette formation fait vraiment du très très bon travail. Voilà, ça fait 3 top 10 d'affilée sur 3 courses du calendrier Coupe de France. C'est plutôt très intéressant pour cette formation. Le classement par équipe peut-être être un moment, un petit objectif pour cette équipe, en se disant c'est peut-être là où on peut faire un bon résultat sur ce type de course-là et se montrer parce que ça peut être vraiment bien pour cette formation. Mais je trouve que l'équipe a vraiment de la gueule cette année, elle fait vraiment du bon boulot. Et puis le petit Thomas Gachignard qu'on a vu à Denain, il est vraiment pas mal ce petit coureur-là. Moi j'avais un peu des doutes sur Saint-Michel en début de saison, de la présentation, je crois que j'avais dit. Faut voir parce que c'est vrai qu'ils perdent quand même Jason Tesson, ils perdent quand même des bons coureurs et voir s'ils vont réussir à retrouver des belles pépites. Et ben, je trouve que Thomas Gachignard, pour le moment, ça me semble pas mal du côté du coureur français. On les reverra bien entendu sur les épreuves de Coupe de France, la route Tourangelle. Ou pour Pierre Barbier, ça peut être une course intéressante parce que je dis toujours, mais les frères Barbier, ils aiment pas quand la course est dure. Autant te dire que la route Tourangelle, c'est quand même très plat. Donc normalement, ça devrait convenir à ces coureurs-là. On poursuit avec Axel Zinglet et Pérez. Oui, la Cofidis. Ça s'est mieux passé que sur Milan-San Remo du côté de la Cofidis. Mais ils ont fait l'effort également de mettre un Axel Zinglet, de mettre un Anthony Pérez, de mettre un Axel Mariou également. Voilà, de mettre quand même des coureurs qui ont un certain niveau. Et Axel Zinglet, peut-être que la Coupe de France va devenir un objectif. Pour Anthony Pérez, certainement. Mais Axel Zinglet aussi, parce que c'est un coureur qui est très bon, le coureur de la Cofidis. Peut-être qu'il manque encore un peu de caisse pour être sur des courses que genre Milan-San Remo, genre l'Amstel Gold Race, peut-être qu'on a encore des doutes. Après, on sait qu'il va faire les classiques belges, mais c'est un coureur qui a des bonnes qualités. Et puis surtout, sur ce mois de mai, avec tout le passage en Bretagne, Morbihan, Trobreléon, Tour du Finistère, on a également un peu plus tôt Paris-Camembert. C'est vrai que le mois d'avril, le mois de mai, sur la Coupe de France, c'est des épreuves qui peuvent convenir à son type de profil, c'est-à-dire plutôt puncher avec une bonne pointe de vitesse. Donc c'est des types de profils qui peuvent lui convenir à Axel Zinglet. Alors c'est bien, c'est Zinglet même normalement la prononciation. Alors, le mec de France 3, je crois qu'il a fait encore pire que moi, il faisait Zingle. Zingle. Et pour moi c'est Zinglet. Zinglet normalement le coureur de la Cofidis. Moi je dis Zinglet, mais c'est Zinglet précisément. Zingle l'avait jamais fait. Il a dit Jason Tesson, alors que pour moi c'est Jason Tesson. C'est pas Jason, parce qu'il n'y a pas de Y pour faire Jason, c'est Jason Tesson. Je sais pas, il avait des prononciations bizarres. Déjà avec moi au niveau prononciation, on le sait, je suis pas au top. Alors le mec de France 3, c'était pour la classique Loire-Atlantique, parce que l'autre course je l'ai regardé sur Eurosport. Parce que je savais pas qu'en fait elle était disponible sur France 3 Centre Val de Loire. Parce que la première je l'ai regardée en replay, j'ai regardé samedi soir, et la deuxième je l'ai regardée en direct, mais je savais pas que c'était disponible sur France 3 Centre, sinon je me serais pas fait chier. J'aurais regardé sur France 3 Centre pour voir la gueule que ça avait encore au niveau des prononciations. Je me serais pas fait chier avec le Chromecast, c'est un peu la galère. On poursuit avec Michael alors là c'est un nom compliqué, Zijlard, pas comment on doit dire, le coureur de la Tudor.
néerlandais. Pas mauvais, ce coureur qui a fait 2 bons sprints, alors que moi je m'attendais plutôt à voir Arvind de Klein sur ces courses-là, parce que quand j'ai appris qu'il venait Arvind de Klein et qu'il ne l'avait pas emmené sur Milan-San Remo, je me suis dit, ah, vu la forme qu'il tient à Milan-Turin quand même, Arvind de Klein, c'est pas une petite course Milan-Turin, surtout en termes de densité au niveau du sprint, je me suis dit, ah, Arvind de Klein, ça peut être costaud. Et puis, bah, il n'a pas été très bon. J'ai l'impression que c'est surtout un sprinter qui n'aime pas les bosses et que ses parcours de Coupe de France ont été peut-être un peu trop durs pour lui. Et dans ce cas-là, bah, on a un autre coureur, c'est le néerlandais Zichelaar. J'ai regardé un petit peu parce que je le connaissais très clairement pas. Hein. Faut savoir, dans les effectifs, il y a des coureurs voilà, qu'on connaît un peu plus que d'autres. Lui fait partie des coureurs que je ne connaissais pas, donc il a 23 ans. Et il a la particularité d'être passé à la fois chez l'équipe d'Axel Merckx et à la fois chez SEG Racing Academy. Donc il a fait les 2 formations. 2 ans chez Hagens Berman Axeon et 2 ans également chez SEG. Sa première saison, la gueule de l'équipe quand même d'Axel Merckx, c'est toujours impressionnant. Il est tombé quand même dans une équipe où il y avait Jasper Philipsen, où il y avait Michael Berg, où il y avait Joao Almeida, Will Barta, Sean Bennett et Rui Oliveira. Voilà, c'est quand même pas mal quoi, hein, dans l'équipe. Il n'avait pas eu de grands résultats lors de cette première saison. Ensuite, chez SEG, ça va me mettre un mot. Hop là, chez SEG, ça s'était pas non plus hyper bien passé. Et en fait, c'est l'année dernière où il a rejoint une petite équipe continentale qui s'appelle le Volker Wessel Cycling Team, qu'il a eu des résultats. Notamment, j'ai vu sur la triptyque, moins Château, ça c'était il y a 2 ans, pardon. Mais l'année dernière, il a été très bon. C'est sur l'Olympias Tour aux Pays-Bas qu'il a remporté et à la Flèche du Sud où il a été très bon sur les sprints. Il avait fini également 10e du Tour de Sousse Bohémia. Qui est une course quand même pas mal en 2e division. Et la 2e année qu'il avait fait chez SEG, c'était vraiment pas très bien passé. Mais j'avais vu qu'il avait été pas mauvais sur la triptyque des Monts et Châteaux. Voilà, il avait fini 12e de la triptyque des Monts et Châteaux en 2019, notamment en finissant 2e d'une étape à Selles et 4e d'une étape à Tournai. Donc ça montre que c'est un petit sprinter, mais qui sait quand même passer un petit peu les bosses, qui a quelques petites qualités sur ce type de course-là. Dès ses jeunes années, voilà, il avait été pas mauvais sur ce type de course-là. Mais c'est vrai qu'ensuite, pas forcément de grands résultats dans la suite de sa carrière. C'est aussi un coureur qui a fini 10e de Paris-Roubaix Junior, premier vainqueur du Tour des Flandres Junior. Donc voilà, il avait eu des très très bons résultats chez les juniors. Ça va être un petit peu compliqué ensuite derrière. Bah, ça fait du bien de revoir un mec qui a un beau potentiel. On le verra sur la route Tour-Angèle et puis également sur le Tour de Hongrie. Je sais pas si on fera le Tour de Hongrie. On l'avait pas fait l'année dernière. C'est une course où des fois les listes de départ sont quand même pas folichonnes. Ça tombe en plein pendant le Giro aussi. Donc je sais pas si je ferai un débrief du Tour de Hongrie. Mais la route Tour-Angèle, ça c'est sûr, il y aura un débrief de la course lundi ou une petite bestiole, j'avais pas vu, lundi ou mardi prochain, voilà, pour cette course là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui pour cette course, c'est AG2R. Je commence avec AG2R, c'est 2 équipes en bonnet d'âne, je précise. Pourquoi AG2R? C'est quand même dommage qu'ils aient toujours pas des coureurs capables de performer sur ce type de course-là. Il leur manque vraiment des coureurs, je pense, des sprinteurs, mais même des coureurs avec un petit peu de pointe de vitesse. C'est-à-dire qu'il leur manque un profil Axel Zinglet. Alors ils ont Cosnefroy, mais Cosnefroy c'est quand même plus un profil puncher. Puis Cosnefroy il était sur Milan-San Remo. Et c'est là où tu vois qu'à G2R, peut-être qu'il y a un déficit quand même. Mais pourquoi ils n'ont pas emmené Van Avermaet? Van Avermaet, c'est totalement le profil de coureur qui aurait pu retrouver de la confiance sur ces courses-là. Pourquoi ils n'ont pas emmené un Marc Sarrault aussi, qui a remporté Cholet et qui est capable d'être performant sur ce type de parcours?
c'est toujours un peu une incompréhension à G2R, parfois sur leur composition d'équipe en Coupe de France. T'as l'impression qu'on fait avec les restes, que c'est vraiment, ça n'a jamais été un objectif pour eux. Enfin, ça fait depuis des années que c'est pas un objectif et qu'on envoie les restes un petit peu. Tu vois, par exemple, t'envoies pas Venturini, t'envoies pas Marc Sarro. Enfin voilà, il y a des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse qui n'étaient pas Milan-San Remo et qui auraient pu venir, qui auraient pu tenter de faire quelque chose. Ce qui fait que tu fais avec une équipe qui est pas. Tu vois, quand tu regardes la start list sur la classique Loire-Atlantique, alors Alex Baudin, bon, c'est pas mal. Paul Lapera, Nicolas Prodhomme. Tu viens quand même avec Nicolas Prodhomme, Valentin Rotaillot, Damien Touzet et Bastien Trochon. Alors Damien Touzet, c'est pas mal. Baudin Lapera aussi. Trochon, bon, ça peut être pour le former. Mais c'est quand même pas suffisant pour moi pour aller tenter de chercher quelque chose, d'aller chercher un grand résultat. Tu vois que même le directeur sportif, c'est pas forcément leur numéro un. Tu sens que la Coupe de France, contrairement à Groupama, où tu sens quand même qu'ils font des efforts pour amener une équipe performante, tu sens qu'à G2R, ils s'en foutent un petit peu de la Coupe de France. Je trouve ça dommageable parce que dans ce cas-là, autant pas venir. Alors il y a peut-être une obligation, mais on peut faire un effort, je pense, pour emmener une équipe un peu meilleure. Et qui peut avoir un résultat sur ce type de course. Parce que en termes de week-end, la classique Loire-Atlantique, donc c'est une 10e place de Damien Touzet. Et bien entendu, j'ai supprimé le classement de l'autre course, mais c'était 8e ou 10e également sur l'autre épreuve sur Cholet. C'est quand même un peu faiblard pour une équipe qui, je rappelle, est en World Tour et qui pourrait emmener des formations comme Groupama, comme Cofidis. Tu sens qu'ils pourraient faire des efforts. Alors, c'est pas la seule équipe, hein. Arkea est un petit peu dans la même situation parce que sur la classique Loire-Atlantique, ils viennent avec Donovan Grondin, Kostiou, Lebert, le Danois, Pichon, Rioux, Guernalec. Ça manque quand même d'un coureur. Enfin, tu sens qu'avec cette formation-là, tu feras pas des miracles quand même sur ce type d'épreuve. Mais à G2R, je trouve que c'est toujours un peu faiblard les équipes qu'ils emmènent en Coupe de France. Alors parfois c'est un peu mieux, mais c'est toujours un ton en dessous de ce qu'est capable de proposer la Groupama, la Cofidis. C'est toujours un petit ton en dessous. J'aimerais un jour qu'à G2R se dise les courses en France c'est quand même pas mal et on peut peut-être emmener des équipes un peu plus intéressantes que ce qu'ils font aujourd'hui dans l'équipe française. Et puis je termine avec Bolton Equities Black Spoke. Là aussi je rappelle c'est une équipe de 2e division. On a quand même des faiblesses dans cet effectif. C'est pas alors t'as Ron Gate, James Fouché, mais c'est quand même pas fou. Et tu sens que pour aller chercher des résultats, même sur une 1-1, et on rappelle une 1-1 où il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Par exemple, Gosport n'était pas au départ. Il y avait quand même de quoi faire en termes de résultats. Burgos a fait des bons résultats, notamment avec Cyril Barth. Avec également Penalver, Euskaltel, ils se sont montrés. Je trouve que Bolton, là aussi, c'est faiblard en termes de niveau. C'est pas exceptionnel pour cette équipe. Et ça serait bien de progresser un petit peu, mais c'est là où tu vois aussi la difficulté entre le calendrier océanien où il domine, Bolton, et le calendrier européen, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est leur première année, c'est une année d'apprentissage, mais je pense que l'année va pas être facile. Pour Bolton Equities, je pense qu'il y a un moment, leur objectif, c'est aussi d'aller sur un grand tour. C'est pour ça que tu viens en 2e division. Je rappelle que les règles vont être vraiment drastiques dans les années à venir. Ce qu'il va falloir notamment dans 2 ans ou 3 ans être dans le top 30 du classement UCI pour avoir une invitation sur les épreuves World Tour. Autant te dire que ça va être compliqué pour une équipe comme Bolton Equities. C'est vrai je trouve ça un peu dommageable. Alors moi j'étais pour qu'on mette top 50, top 30, je trouve qu'on commence à devenir un peu une ligue fermée. Ça me plaît moyen. Top 50, oui, je suis d'accord. Top 30, il faut quand même être dans les tops équipes pour la 2e division pour être dans le top 30 UCI. Ça laisse déjà plus beaucoup de marge. Pour cette information et notamment sur la Volta, je pense qu'ils vont se retrouver à avoir des invitations d'équipes non espagnoles. C'est un peu dommage sur la Volta, quoi, principalement, mais même sur le Tour de France, BNB aurait pas été qualifié parce que je crois que BNB n'était pas dans le top 30.
je crois me rappeler au niveau UCI, ou à la limite du top 30 UCI. Donc même BNB aura peut-être eu du mal à être invité sur un Tour de France. Mais du côté de Bolton Equities, l'objectif c'est quand même de progresser dans la hiérarchie. Et là, on voit quand même qu'il y a une différence et que cet effectif, c'est un effectif de Continental plus, mais c'est pas encore un effectif d'équipe de deuxième division. Et l'année risque d'être compliquée sur ces épreuves-là. Alors au niveau de l'Océanie, ils ont dominé, ça c'est clair et net, la New Zealand Cycle Classic. Par contre, en Europe, ça risque d'être plus compliqué. Et en même temps, l'année dernière, je rappelle qu'ils avaient fait une quinzaine de victoires, mais c'était surtout des épreuves en Océanie, c'était peu d'épreuves européennes. On est un peu là sur le même problème. Certes, c'est une équipe qui gagne beaucoup, mais qui ne gagne pas des épreuves majeures. Alors que Tudor, ils ont gagné Milan-Turin, mais en même temps, Tudor, c'est pas les mêmes moyens aussi. C'est une équipe qui met beaucoup plus d'argent. Après, Bolton Equities, je pense que est-ce que c'était le bon moment pour monter en deuxième division? Peut-être pas. Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu se renforcer avant de monter en deuxième division? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. On regarde les différents classements de la Coupe de France, le classement individuel, comme vous le voyez, Laurent Spiti qui a fait vraiment le plein avec 85 points. Il a 20 points d'avance, 21 points d'avance sur Axel Zinglet. Le cours de la Cofidis, on retrouve ensuite Molano, on retrouve Poles qui sont à une victoire, derrière Anthony Perez. Donc le cours de la Tudor, Michael Zijlard qui est 6e, Van Dijk 7, Ferron 8, Cardis 9. Qui est dans le top 10, et puis Lorenzo Manza 10e, en sachant que c'est le premier coureur de Continental, Romain Cardis, donc c'est plutôt intéressant, ça montre la bonne semaine du côté de l'équipe Aubert 93. Du côté du classement général des jeunes, Laurent Spiti est en tête devant Axel Zinglet et Zijlard. On retrouve ensuite Van Dijk, Ferron, Kailich, Van Moer, Penhoet, Beckmoes et Berg. Du côté du classement général par équipe, là c'est la Groupama qui est devant. Là aussi on fait pas mal de points points. On amasse pas mal de bons résultats du côté de la Groupama. Je vais réussir à faire une phrase en français. Devant la Cofidis avec 10 points d'avance, on retrouve ensuite CIC Unant Atlantique à 29 points, devant Arkea et Saint-Michel, les équipes continentales qui font quand même très bonne impression. Parce que je rappelle que CIC et Saint-Michel, c'est quand même devant Total Energy, c'est quand même devant AG2R. Gosport est 14e, et je rappelle que Gosport n'a pas participé à ces deux courses. C'est compliqué en ce moment du côté de l'équipe de Roubaix-Lille Métropole. Et puis on retrouve en 9e place Nice Métropole Côte d'Azur qui a pu prendre des points. Ils ont 9 points désormais. Je rappelle que Nice Métropole Côte d'Azur n'avait pas pu participer aux premières manches de Coupe de France parce qu'ils n'avaient pas payé pour participer au 1 Pro. Donc là, ce n'était pas des 1 Pro mais des 1-1 au niveau des classiques. Donc ils ont pu participer à ces courses-là. Même si on ne peut pas dire qu'ils nous aient vraiment marqué par leurs résultats vu qu'ils ont fini dernier au classement par équipe de ces deux courses. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc pour la Route Tourangelle, nouvelle épreuve de Coupe de France. Ça sera la semaine prochaine. D'ici là, le Tour de Catalogne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!